Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour ce séminaire Climact du 8 mai 2023. Je m'appelle Charmily Hinault, je suis chargée de projet chez Climact et je vais être la modératrice de cette session aujourd'hui. Pour ce qui est du séminaire d'aujourd'hui, on est vraiment ravis d'accueillir deux intervenants qui vont traiter d'agriculture et d'agroécologie. On va commencer avec Aude Jarabot-Trichard qui va présenter l'agriculture vaudoise en route vers la transition climatique. Et on poursuivra avec Maximilien Stobart l'agroécologie, une réponse partielle à la question climatique, point d'interrogation. Donc, on va bien discuter de ça. Puisque les deux présentations vont se faire en français, n'hésitez pas tout de même à indiquer vos questions en anglais au besoin et on pourra traduire. Donc, je vais présenter notre première intervenante, Aude. Aude Jarabot-Trichard a suivi une formation d'ingénieur agronome avant de réaliser un doctorat en écologie fonctionnelle sur l'intensification des régulations biologiques en grande culture dans les systèmes sans labour, agroécologie. Elle a piloté pendant 5 ans la politique éco-phyto pour la région Bourgogne-Franche-Comté au ministère de l'Agriculture en France, avant de rejoindre Prometteur en 2021 pour mettre en place et coordonner la stratégie climat pour l'agriculture vaudoise. Merci de votre accueil. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça fonctionne? C'est orange, quoi. Alors, je vais Ça fonctionne. Ça fonctionne? Merci. Je vais essayer donc, de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les campagnes en ce moment sur ces questions-là et comment est-ce que Prometteur, qui est donc la chambre d'agriculture du canton de Vaud, aborde le sujet. Pour commencer en introduction, je voulais vous rappeler un petit peu le contexte de l'agriculture en Suisse. On est sur un territoire où seulement 35% de sa surface est consacrée à l'activité agricole. On a seulement 9% de ces surfaces agricoles qui sont des terres arables, c'est-à-dire des endroits sur lesquels on peut cultiver, on peut faire pousser des cultures. Et puis, on a un peu moins de 20% de ces surfaces qui sont consacrées à de l'herbe, pour plein de raisons, des questions de temps, de neige. Puis, suivant le canton dans lequel on se trouve, on est plus ou moins favorisé, entre guillemets. L'agriculture vaudoise, elle a la chance d'être située à un endroit où on peut avoir une agriculture très diversifiée, puisqu'ici, on a à la fois de la vigne, de l'élevage, des élevages, mais aussi une grande part des surfaces sur lesquelles on peut faire des cultures. Donc, c'est ce fameux plateau suisse du nord-ouest de la Suisse. Ça veut rappeler aussi qu'en Suisse, on a une augmentation constante de la population. Voilà. Et puis vous rappelez que donc c'est 50% de matières premières qu'on peut produire en Suisse, puisque le reste est importé. C'est produit par les 3% seulement d'actifs agricoles, quoi. Les agriculteurs, c'est 3% des actifs. Donc on doit partir avec ces données de départ pour travailler. L'agriculture vaudoise, voilà, elle est assez proactive, puisque on est quand même un canton avec beaucoup de fermes. C'est le deuxième canton de Suisse pour l'agriculture avec, voilà, je vous ai mis un petit peu des illustrations. Alors, maintenant, j'ai un autre problème, c'est que mes slides ne passent pas. Décidément, aujourd'hui, rien ne marche. Je vais faire comme ça, voilà. Les agriculteurs, en général, dans le canton de Vaud, ils sont très conscients de ces changements climatiques, puisque déjà impactés. On a vu l'année dernière la sécheresse, c'était pas la première. On a ces vagues de chaleur qui impactent notamment les animaux dans les étables. On a eu des difficultés d'abreuvement des animaux dans les alpages avec ces fameux hélicoptères qu'il a fallu mobiliser. Ça a été beaucoup relayé dans les médias. Pareil, des questions d'irrigation, de récolte de fourrage qui n'ont pas forcément pu se faire. On est aussi impacté par tout ce qui est jour de gel. Le fait qu'on ait moins de gel pendant l'hiver nous pose des difficultés de gestion de certaines cultures et d'arrivée de plus en plus de ravageurs. Je pense que ces thématiques, vous les avez entendues dans les médias. Mais voilà, cette prise de conscience, elle est bien là. C'est pour ça qu'on sort de 2 années là, de négociations politiques pour mettre sur pied et ouvrir un plan, enfin le premier
Volet agricole du plan climat vaudois, l'idée de ces mesures cantonales, c'était de soutenir l'agriculture pour qu'elle puisse impulser des premières mesures. Ce n'est pas forcément la révolution, l'idée c'était de dire tout ce qu'on sait déjà faire, qui marche, déjà déployons-le dans un maximum de fermes et mettons-le en place. Ça permet ce plan et c'est nos premiers soutiens au secteur agricole à Prométhée et puis à l'ensemble de la profession de mettre en place de commencer son plan d'action sur les sujets climatiques qui repose sur 3 volets. Le premier, c'est déjà de s'adapter à ces changements pour continuer à produire des matières premières. Ensuite, de stocker du carbone dans les sols et dans la biomasse, d'augmenter ses capacités de stockage et puis de réduire ses émissions. Et on considère que pour Prométhée en particulier, que plus on va travailler sur ces questions, finalement, l'agriculture, elle a un rôle positif à remplir là-dedans. Et puis, surtout, on va améliorer la résilience des exploitations face à ces changements ou à des crises énergétiques comme on peut le vivre cette année. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples un peu concrets de ce qui est déjà un peu à l'œuvre dans les fermes. La première, c'est des mesures d'adaptation au manque d'eau, donc tout ce qui est renforcement du stockage d'eau dans les alpages. C'est concrètement de l'accompagnement de groupements d'agriculteurs pour de la rétention d'eau, de la récupération d'eau de pluie des toitures. Ce stockage, il pose plein de questions administratives qu'il faut régler, d'aménagement du territoire, etc., d'acceptation, d'engagement des agriculteurs, parce que parfois, c'est des collectifs qui doivent le faire. Il y a plusieurs projets d'optimisation de la gestion de l'eau. C'était déjà le cas depuis longtemps, par exemple en arboriculture. Ça commence à prendre de l'ampleur en viticulture. Puis on a des projets, par exemple, en grande culture sur l'efficience de cette irrigation avec des réseaux de capteurs qui sont mis en place pour optimiser un peu cette gestion de l'eau. Puis tout ce qui est excès d'eau, ça nous pose des difficultés typiquement pour rentrer dans des parcelles, enfin voilà. Et ces questions un peu de restauration des sols, elles sont depuis longtemps travaillées par le Conseil agricole, des groupements d'agriculteurs qui sont proactifs sur ces questions, puisqu'on a des pionniers ici de l'agriculture de conservation notamment. Voilà, et puis tout ce qui est gel tardif, je pense que vous en avez également entendu un peu parler dans les médias, des difficultés de perte de récolte, par exemple en arboriculture ou en viticulture, où là, ce qui se développe un peu, c'est des dispositifs d'aspersion d'eau, puisque ça permet un peu de sauver quelques récoltes, et puis de développer des méthodes de chauffage éventuellement, mais qui soient plutôt au bois et pas au gaz, comme on peut souvent le voir en ce moment. Voilà. Alors, un autre sujet qui est travaillé en ce moment, c'est d'essayer de doubler d'ici 4 ans les surfaces de culture qui sont résistantes à la sécheresse. On a mis l'accent dans ce plan climat, ce premier volet sur la culture de la luzerne. C'est une culture qu'on commence à maîtriser ici depuis une dizaine d'années, qui est en train d'augmenter. Vous en verrez de plus en plus dans les campagnes. L'idée, c'est de pouvoir produire des fourrages qui sont avec des taux de protéines plus importants, puis surtout plus résistants à la sécheresse. On a le développement depuis 2 ans avec des essais par la vulgarisation du sorgho. C'est une culture qui permet aux agriculteurs, par exemple, de remplacer un tiers de leur culture de maïs par du sorgho. Ça leur permet de diversifier le risque, de prendre moins de risques en cas de sécheresse. On a aussi beaucoup le développement du soja, là, qui a beaucoup augmenté l'année dernière avec le prix du marché, qui permet de produire de la protéine locale plutôt qu'importée. Un des gros enjeux pour nous, c'est d'apprendre à maîtriser ces cultures et d'accompagner les agriculteurs pour le faire. Un exemple ici un peu concret, c'est ces méthodes, par exemple, de bande en colza par rapport au méligette, qui est un ravageur qui explose ces dernières années. Voilà, c'était pour vous montrer une photo, c'est des choses qui sont à l'œuvre, qu'on ne remarque pas forcément, mais peut-être que vous en verrez. On a toute la question de la transition énergétique et de l'autoconsommation. Aujourd'hui, on a seulement un peu moins de 15% des fermes qui sont, par exemple, équipées de panneaux sur leur toit. Les installations de biogaz, on a des demandes qui sont là. On a une vingtaine de projets qui essayent de se mettre sur pied, mais avec beaucoup de difficultés plutôt administratives de ce côté-là. Le plan climat vaudois, il propose de soutenir, là, ça a ouvert depuis quelques semaines, 30% des montants à prendre en charge pour de l'équipement de matériel électrique. L'idée, c'est que l'agriculteur qui renouvelle son matériel, il puisse être soutenu parce qu'il y a une différence de prix par rapport à un matériel qui ne serait pas électrique, de l'aider là-dedans. L'idée, c'est de les encourager sur tout ce qui est autoconsommation, surtout parce que c'est là que ça devient intéressant pour eux.
On a eu une prise de conscience très forte cette année avec la crise énergétique et beaucoup de demandes d'accompagnement, de conseillers pour toutes ces installations de production d'énergie, d'autoconsommation. Donc, il faut en ce moment faire face à la demande. Et puis, on a ce conseil énergétique qui était en place depuis plusieurs années où là, c'est plutôt des bilans énergétiques sur comment optimiser ma consommation sur ma ferme, le chauffage de mes bâtiments, etc. Voilà, un projet que j'aime bien, aussi rappeler, parce que les gens ne le voient pas forcément, c'est ce projet agroforesterie où l'objectif, on a déjà une cinquantaine de fermes, mais on va arriver à une centaine qui vont, qui sont en train d'implanter des parcelles en agroforesterie moderne puisque ce système d'agroforesterie, il existait déjà, hein, de façon plus ancestrale avec les vergers, hautes tiges, pâturés. Mais là, l'idée, c'est de l'agroforesterie avec de la production, végétale en dessous, voire associée à la production animale. Donc, on a pas mal de fermes que vous avez sur la carte. Ça vous donne un exemple, une idée de ce qui se passe aussi. Voilà, on a le sujet des sols qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, puisque voilà, les leviers sur comment séquestrer, augmenter cette séquestration à la ferme, ils sont désormais bien connus, efficaces. On est capable de prédire, suivant les pratiques mises en place par l'agriculteur, ce qui se passe. On a en gros 3 leviers sur lesquels il faut les accompagner et les aider à faire ces changements de pratique, d'évolution. C'est à la fois les couverts végétaux, comment réussir à avoir beaucoup de biomasse produite, des bilans organiques, donc c'est plutôt comment amener de la matière organique, et puis comment réduire le travail du sol pour diminuer la minéralisation de ce carbone et augmenter les stocks. Alors le 4 pour 1000 dont on a beaucoup parlé, on l'a déjà dépassé depuis longtemps dans le canton de Vaud, puisque ça fait une dizaine d'années que grâce à la politique agricole, ça se fait. Puis on pense qu'on va plutôt aller dans du 10 pour 1000, voilà, puisqu'on a un potentiel de 4 à 6 millions de tonnes équivalent CO2 qu'on peut stocker dans les terres arables vaudoises. La difficulté, c'est le temps, puisque pour réussir, c'est ce que je voulais illustrer ici, c'est pour séquestrer à peu près 80 tonnes par hectare sur une parcelle, il faut juste avoir en tête qu'il faut une dizaine d'années à un agriculteur pour le faire. C'est des processus qui sont longs. Et puis, il y a un seuil de saturation aussi. Donc, suivant l'état de départ du sol, on ne peut pas forcément mettre les mêmes quantités partout. Et aussi, suivant les caractéristiques du sol, typiquement son taux d'argile, etc. Voilà. La difficulté qu'on a un peu résolue cette année, c'était avec l'aide d'EPIA. C'était, en gros, on sait comment il existe des méthodologies qui sont fiables. Enfin, on sait que ce stockage est possible. La difficulté, c'était de le mesurer de façon fiable et de pouvoir détecter des changements. Il a fallu mettre en place avec eux une méthodologie pour mesurer ces stocks de carbone correctement et puis pouvoir revenir dans un laps de temps acceptable par la politique. Typiquement, un délai d'aide, on ne peut pas attendre 60 ans pour vérifier l'efficacité d'une politique agricole, par exemple. Donc, la méthodologie, on l'a testée maintenant depuis 2 ans, puis on vient d'ouvrir ce dispositif à tous les agriculteurs qui le souhaitent. Donc, on commence à avoir les inscriptions. C'était voilà. Ce qu'on a fait pour commencer, c'était prendre une vingtaine de fermes pilotes sur lesquelles on a mis en œuvre la méthodologie pour qu'elle soit rodée avant d'ouvrir à toute la Romandie. L'idée, c'est ça, c'est que sur chaque ferme, on arrive à mesurer en verre son stock actuel de carbone. Ça, c'est un exemple d'une ferme qui a à peu près 300 tonnes d'équivalent CO2 stocké dans ses sols, et puis de mesurer combien on peut en rajouter. Donc, le potentiel ici. Puis sur ces 20 fermes qu'on a suivies, on voit que certaines, elles ont un potentiel important, d'autres plus faibles. Ça veut aussi dire que voilà, on a des sols qui sont déjà, que ces pratiques, elles ont déjà été réalisées par les agriculteurs. Et sur ces 20 fermes qu'on avait, on a mesuré un potentiel de séquestration d'à peu près 122 000 tonnes équivalent CO2. Ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut faire. Surtout, l'intérêt de cette méthode, c'est aussi d'avoir développé un outil assez facile pour le conseil et l'agriculteur de prédiction de cette séquestration suivant les pratiques qui sont déjà à l'œuvre ou des changements. Ça permet de se dire, est-ce que ce que je fais déjà, ça permet de stocker et pas de déstocker du carbone? Puis, est-ce que je peux renforcer, augmenter ça par des changements de pratique? Ça permet de passer ce pas du concept à la mise en œuvre sur le terrain. On est beaucoup à montrer aussi à la profession, mais ça fait au moins 5 ans que c'est en place dans des projets sols, etc., par la vulgarisation,
pour essayer d'expliquer en quoi on ne va pas seulement stocker du carbone, mais ça présente des coûts-bénéfices pour l'agriculteur. Typiquement, tout ce qui est rétention d'eau, on a vu des grosses différences lors des épisodes de sécheresse, donc c'est en soi très pédagogique sur le terrain. En même temps, ça permet effectivement d'être moins dépendant de l'apport d'intrants chimiques, voilà, d'azote, minéral, etc. Pour les cultures, mais d'avoir de la matière organique qui minéralise progressivement. Et puis, ça permet d'améliorer surtout l'infiltration et donc face à ces excès d'eau, des sols plus résilients, quoi. Donc l'enjeu sur cet objectif affiché de stocker du carbone, c'est bien la restauration des sols, la fertilité. Voilà. Ensuite, le volet important de ce plan d'action, c'est comment réduire les émissions de l'agriculture. Je vous l'ai dit, je crois, en introduction, l'agriculture vaudoise, c'est à peu près 6% des émissions cantonales. Voilà, donc le secteur souhaite prendre sa part et réduire ses émissions. La difficulté qu'on a, c'est identifier comment réduire ces émissions, quelles sont les sources d'émissions sur les fermes, puisqu'on entend beaucoup de choses à propos de l'agriculture, de chiffres très généraux, mais il n'existe pas une agriculture, mais bien des systèmes de production, et suivant ce qui est en place, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses, les leviers ne sont pas forcément les mêmes partout. Donc l'enjeu pour nous, c'était d'identifier quelles sont les émissions, les leviers possibles sur nos fermes, nos typologies d'exploitation, suivant quelle production j'ai, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, les structures aussi, et puis quelles sont les pratiques de l'exploitant, comment il gère ses matières fertilisantes, est-ce qu'il pratique ou pas le labour, quels sont ses matériels. Donc, pour pouvoir conduire un peu tout ça, on a mis en place une méthodologie, une approche qui consiste à calculer l'empreinte carbone annuelle d'une exploitation agricole, c'est-à-dire de dire, je vais calculer quelles sont toutes les sources d'émissions de la ferme, et puis en même temps, quels sont les stockages la séquestration de carbone additionnelle qui est réalisée chaque année pour avoir l'empreinte nette. L'idée, c'est que c'est une échelle qui est tangible pour l'agriculteur, puisque c'est bien à cette échelle-là que lui, il travaille sur l'ensemble de sa ferme. Il peut avoir des pratiques qui ont un impact sur les deux. Et puis l'idée, c'est que ce soit augmenter le stockage et puis réduire les émissions, puis pas l'inverse, par exemple. Donc d'identifier le bon compromis à son échelle. Et puis, de pouvoir se dire que c'est comme une comptabilité agricole, finalement. Je compte ce qui sort et ce qui rentre de mon exploitation. Cette démarche, elle est rendue possible depuis peu de temps parce qu'on n'avait pas forcément les outils pour le faire de façon assez précise. Maintenant, on a des outils pour la majorité des systèmes agricoles qui permettent de rentrer en gros 300 données de description de l'exploitation. Par exemple, quelle est la puissance de mon tracteur, quel est l'âge de mes vaches, combien j'en ai, qu'est-ce que je fais de mon lisier, est-ce que je l'éponds, est-ce que je le composte, est-ce que je le mets dans un biogaz. Voilà, tout ce genre de détails très précis. Et puis ça, c'est converti en équivalent CO2. Par exemple, suivant ce que je donne à manger à mon bétail, si c'est de la nourriture importée ou produite localement, ça ne produit pas la même quantité de gaz à effet de serre. Ça nous permet, ces outils, d'avoir la quantité totale d'émissions par exploitation, mais aussi par matière brute qui sont produites. Donc par kilo de lait, ramené au kilo de viande, par kilo de céréales ou par kilo de raisin. Aujourd'hui, on ne le fait pas pour ce qui est arboriculture et maraîchage parce que malheureusement, on n'a pas encore d'outils pour le faire. Voilà, ça nous a permis de faire ce genre de choses, de constater que, voilà, je fais volontiers, je suis un peu provocatrice avec mon graphique. Ici, vous avez les quelques exploitations, les premières sur lesquelles on a pu faire ces mesures d'empreinte et d'émissions. Donc en rouge, chaque carré, c'est une ferme en fait. Ici, par exemple, vous avez les émissions, le bilan total des émissions par kilo de viande produite sur une ferme qui élevait des bovins. Puis on voit que suivant les fermes, les résultats sont très très différents. Et donc, voilà, pour nous, pour ce qui était du déploiement de ce développement agricole, une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on a des exemples sur des fermes, on peut voir ce qu'on peut faire. Donc ça nous donne aussi une idée des types d'exploitation, des typologies de systèmes d'élevage qui sont déjà intéressants. On a par exemple ici le cas d'une ferme, c'était une surprise de ce projet pilote, qui compense plus que ce qu'elle émet comme émission parce qu'elle a un système très performant, diversifié, etc. Puis d'autres au contraire qui étaient au-deçà de moyennes mondiales qui peuvent être affichées, quoi.
Donc cette diversité, on a pu la constater et puis donner un ordre, donner des chiffres plus précis, locaux, sur les systèmes qu'on avait. Ces méthodologies, enfin voilà, ces approches-là, elles nous permettent surtout de faire cet accompagnement à l'échelle de l'exploitation, donc de prendre une exploitation, par exemple celle-ci, c'est 120 UGB, 110 hectares, c'est une exploitation qui produit du lait. Aujourd'hui, son empreinte carbone, c'est à peu près 750 tonnes équivalent CO2 au total par an pour l'ensemble de cette exploitation. Et puis, on peut, avec ces outils, calculer, suivant les changements que l'agriculteur est prêt à opérer sur sa ferme, par exemple, réduire de 10% les jours passés par ces animaux dans des bâtiments plutôt que sur des pâturages, réduire l'utilisation de concentrés, par exemple, typiquement, ça, c'est les distributions de concentrés à base de soja, remplacer des hectares de maïs par de la luzerne, méthaniser du lisier et puis de calculer exactement ça va permettre de faire moins combien de tonnes à l'échelle de mon exploitation, puis qu'est-ce que réellement je peux, moi, activer comme levier et quel résultat je vais avoir. On le fait. Je me permets juste de vous Oui, interrompre. Si vous pouvez doucement venir à la conclusion pour oui, le respect du temps et pouvoir discuter avec les gens. oui, tout à fait. Alors du coup, je voulais juste vous dire qu'on fait ça pour les différents secteurs maintenant et ça nous permet de suivre des trajectoires d'exploitation et de se dire qu'on va pouvoir générer des certificats d'empreinte carbone de l'exploitation et de certifier de la matière première. Pour nous, c'est justement un peu comme ça qu'on approche cette question-là, puisqu'on n'aura pas de solution unique, mais de pouvoir aider dans ces plans d'action individuels qui permettront un déploiement de ces changements dans les fermes. Avec la chance qu'on a ici d'avoir cette agriculture diversifiée, on pense qu'on a beaucoup de leviers et l'opportunité d'être exemplaire sur ces questions. Puis se posera la question de comment est impacté éventuellement le prix des denrées alimentaires, le financement de cette transition qui pour nous ne peut pas reposer seulement sur un soutien de la politique agricole, l'agriculteur lui-même et le consommateur. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais vous présenter notre deuxième orateur. Il s'agit de Maximilien Stauber, fondateur du bureau de conseil juridique Stauber Conseil. Maximilien Stauber est titulaire d'une thèse en droit dans le domaine du droit de l'agriculture. Il enseigne la propriété intellectuelle et la protection des données, ainsi que le cours Enjeux globaux alimentation à l'EPFL. Maximilien, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Charmy. Oui, merci pour cette présentation, Aude. Et puis, j'ajoute que je vis actuellement dans une ferme de montagne où on fait certains tests aussi, alors plutôt des tests qui ne portent pas nécessairement sur la question climatique, mais sur l'adaptation de certaines céréales, de ce genre de choses. Pour ma part, attendez, il faut quand même que je vous partage mon écran. Une seconde. Voilà. Parfait. J'ai effectivement fait ma thèse de doctorat sur la politique agricole, pas vraiment sur les aspects climatiques ou sur l'interaction entre l'agriculture et les questions climatiques. Donc, par rapport à ça, je suis un peu un citoyen moyen, je dirais. Et c'est intéressant de s'attaquer à un tel sujet lorsqu'on est un citoyen moyen, par ailleurs, et de voir un peu ce qui en sort. Le sujet qu'on m'a proposé, c'était celui de l'agroécologie face aux défis climatiques. Alors, ça a supposé pour moi déjà de me mettre un peu au clair sur certaines définitions, et puis sur la problématique elle-même, avant de commencer à tenter d'y répondre, et de manière évidemment très succincte, vu le format ici, et le temps que j'avais à disposition par ailleurs pour le faire. Peut-être juste avant de commencer, donc je me rends bien compte de la complexité de la question climatique. Je m'intéresse ici vraiment à une problématique qui est celle de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, je vais pas aller plus loin que ça, c'est déjà un sacré morceau. Par ailleurs, je n'ai pas du tout creusé la question de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, comme ça a pu être évoqué dans la présentation précédente. Évidemment, qu'il y a toute la question de l'adaptation, c'est-à-dire d'autres espèces, d'autres variétés, etc. Je me suis plutôt concentré sur l'aspect, en guillemets, de prévention des émissions, ce genre de choses, par l'agriculture. Alors, la première chose que j'ai faite, c'était simplement de regarder un peu quel était le problème, comment est-ce qu'il était caractérisé, en tout cas au stade des connaissances actuelles. Si on prend simplement les données, et puis je me suis basé sur des rapports de l'OFEV, de l'OFAG, en 2020, l'agriculture représente environ 14,6% des émissions totales de gaz à effet de serre. Derrière, dans l'ordre, les transports, l'industrie et les ménages. On voit qu'en 90,
j'ai mis ici pour comparer, la part de l'agriculture était un peu plus faible qu'aujourd'hui dans les émissions totales. Si on regarde un autre graphique, on voit néanmoins que ce n'est pas parce qu'entre-temps, les émissions auraient augmenté de l'agriculture, mais plutôt parce que les autres, donc là, c'est la ligne en gris qu'on voit au milieu. On voit que les émissions ont diminué entre 1990 et 2020, mais c'est plutôt les autres secteurs qui ont proportionnellement diminué davantage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la proportion liée à l'agriculture de ces émissions est plus importante qu'il y a 30 ans. C'est une portion non négligeable, hein. On est à peu près à 15%, c'est pas rien. Maintenant, de quoi on parle exactement lorsqu'on évoque ces gaz à effet de serre dans le cas particulier de l'agriculture, et quelle est la proportion de ces différentes émissions? J'ai mis de côté, disons, les gaz de type anecdotique, si on veut, mais j'ai vraiment pris de loin les principaux. Donc on a le méthane, qui est alors clairement de loin le principal, en tout cas en équivalent CO2. On a le protoxyde d'azote en deuxième, et finalement le fameux CO2, qui on voit n'est pas ici un facteur tellement déterminant, en tout cas dans le secteur de l'agriculture. En chiffres, ça donne à peu près ça, et je vous ai également donné, d'après le même rapport de l'OFEV, quels sont les facteurs réels, concrets derrière chaque émission. Donc, environ pour 60% des émissions totales dans l'agriculture, on a le méthane. Alors là, ce problème est connu depuis bien longtemps, j'en entends parler à peu près depuis toujours, mais évidemment, il est lié à l'élevage des bovins, des vaches laitières en particulier, ainsi qu'à la gestion des engrais de ferme, donc leur stockage, leur épandage. Ensuite, on a le protoxyde d'azote, qui est lié largement à la décomposition de l'azote des engrais commerciaux et des engrais de ferme, et finalement le dioxyde de carbone pour un peu moins de 10%. Là, il y a plusieurs facteurs. Le principal est celui des énergies fossiles employées dans l'agriculture, que ce soit les machines ou autres. Okay, donc comme ça, on a juste un peu des données. Et si on continue à creuser un peu et qu'on reprend dans l'ordre d'importance, on voit qu'environ 50% des émissions de méthane, dans le cadre de l'agriculture, sont dues à la digestion des vaches laitières. Alors, comme je disais, c'est une problématique que j'entends depuis que je suis petit à table avec mes parents. Mais 50% de 60%, c'est donc environ 30% des émissions totales des gaz à effet de serre dues à l'agriculture en CO2. Et donc environ 5%, si on rapporte aux environ 15% qu'on avait comme part des gaz à effet de serre émis par l'agriculture par rapport au total des émissions, environ 5% en équivalent CO2. Ça, c'est une première partie pour le méthane. Et puis la deuxième, à peu près le reste, est dû à la gestion des engrais de ferme, comme je l'évoquais avant. Donc de nouveau, environ 30% des émissions totales de GS de l'agriculture, et donc 5% des émissions, tous secteurs confondus. Et on regarde maintenant les deux autres gaz, si je peux parler comme ça. On a environ 40% des émissions de protoxyde qui sont également dues à la gestion des engrais de ferme, donc environ 12% des émissions totales liées à l'agriculture. 12% des émissions de protoxyde liées à la gestion des engrais commerciaux. Voilà. Et donc, si on réunit tous ces facteurs entre eux, on trouve que pas loin de la moitié, en fait, 42% des émissions agricoles totales sont liées à la gestion des engrais de ferme. Des engrais de ferme, pas donc des engrais minéraux qu'on peut décrier par ailleurs pour de bonnes raisons, mais vraiment des engrais de ferme. Environ 30% liés à la digestion des vaches laitières, environ 10% pour les énergies fossiles, 3% pour les engrais commerciaux, puis après il y a encore un solde qui est dû à d'autres facteurs. Mais voilà, je ne vais pas donner une liste, ça devient trop long. Donc là, on a les facteurs principaux. Alors, évidemment, la question qui était posée était de dire, mais l'agroécologie face aux défis climatiques. En réduisant cette problématique à celle des gaz à effet de serre, j'aime bien l'approche médicale. Elle est à la fois assez intello et puis assez pratique. Donc j'aime bien me dire, mais avant de partir sur des étiquettes qui vendent bien, mais qui ne sont pas toujours, qui ne tapent pas forcément là où il faut, en tout cas dans la problématique dont on parle, il faut vraiment se demander, mais ces pratiques dont on va parler maintenant, il faut qu'elles aient une incidence sur les causes réelles, et je dirais sur les causes prépondérantes en premier. Je catégorise ici comme incidence passive, c'est-à-dire le fait d'omettre de générer des gaz à effet de serre. Quelles meilleures pratiques permettent de générer moins? Et puis parallèlement, ou alternativement, mais je dirais plutôt parallèlement, des incidences actives, dont on a parlé aussi, mais comment transformer chimiquement les gaz à effet de serre? Par exemple, la séquestration du carbone dans de la matière organique.
Alors voilà un peu comment j'envisage la chose. Ce qui m'amène maintenant au deuxième terme du problème, qui est celui de l'agroécologie. Alors là, on a un peu un problème parce que l'agroécologie n'est pas définie scientifiquement ni légalement. Donc on a une notion protéiforme qui dépend évidemment un peu du promoteur, hein, qui veut, disons, je veux pas dire la pub, mais qui défend cette idée. La question, c'est défendre quelle idée? Alors j'ai pris quelques définitions trouvées au hasard sur Internet, mais d'acteurs sérieux ou en tout cas influents. Et là, je vous donne ce livre. Attendez, je dois juste enlever vos portraits parce que sinon, je n'arrive pas à tout lire. Du ministère de l'Agriculture français, qui dit « L'agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie, donc les fonctionnalités, tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement. Exemple, alors ce dont on parle, les émissions de gaz à effet de serre, les produits phytosanitaires, et à préserver les ressources naturelles. Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. » Ok, ça c'est une définition. Je trouvais une définition de Swiss Aids aussi, pourquoi pas, qui nous dit « L'agroécologie est une approche intégrative qui vise à lier les domaines social, écologique, économique et culturel. » Donc on voit que c'est vraiment large. Elle repose sur 13 principes, auxquels Swiss Aids a ajouté un 14e, l'égalité des genres. Alliée de taille pour la durabilité, l'agroécologie se base sur des cycles naturels, préserve les ressources, réduit la dépendance face aux facteurs externes, tels que les intrants chimiques, et est plus résistante face aux conditions climatiques variables et aux événements extrêmes. Et puis j'ai cherché, finalement, est-ce qu'on trouvait quelque chose à l'Université de Lausanne? Et on trouve quelque chose, il y a une initiative agroécologie. Peut-être certains d'entre vous en font partie. Et puis j'ai simplement pris le premier paragraphe que vous trouvez ici. Et on voit que c'est presque encore plus large, hein, parce qu'on parle même donc des causes de systèmes agroalimentaires, ils ont écrit agri-alimentaire, mais écologiquement viable et socialement juste. Donc il y a cette notion de justice sociale qui s'ajoute à la pure écologie, si on veut. Une volonté de déconstruction de l'idéologie du développement agricole moderniste, avec la permaculture, agroforesterie, mouvements sociaux, etc. etc. Bon. Alors, on a des définitions ici qui sont relativement floues, c'est en partie le but, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas ici vraiment, on ne va pas directement dans le concret, mais c'est évidemment des lignes directrices pour aller dans le concret. Si j'essaie de tirer un peu, sans aller maintenant dans les questions sociales, hein, qui sont pas forcément les plus déterminantes pour la question des gaz à effet de serre, encore que les interactions sont intéressantes, mais enfin, si on va vraiment dans les pratiques, on comprend intuitivement ce qu'on entend par agroécologie. Puis là, je donne pour moi ce qui sont les éléments essentiels, moins d'intrants industriels, engrais minéraux et pesticides notamment, une agriculture moins intensive en surface, voire éventuellement en travailleurs, machines moins nombreuses et moins lourdes, pour éviter certains problèmes de compaction, et puis évidemment la pollution liée à l'énergie utile à ces machines, des semences terroirs. Ça, on peut imaginer, c'est pas écrit ici, mais c'est clair que le produit même est important, hein, parce que le produit doit être adapté aux pratiques et vice-versa. Donc, c'est clair que certaines semences, disons, modernes, qui nécessitent certaines pratiques pour pousser correctement, eh bien, si on change ces pratiques, il faut peut-être revenir à des semences, appelons-les anciennes, appelons-les rustiques. Elles ne sont pas nécessairement anciennes ni plus rustiques, mais enfin, c'est peut-être des semences qui émanent d'un terroir plutôt que de laboratoire en plein air, si on peut dire ça. Donc, si j'essaie de comprendre ce dont parlent les promoteurs de l'agroécologie, je vois quelque chose un peu comme ça, en faisant abstraction pour l'instant des questions plus sociétales. Alors, est-ce que ça répond, d'après ce qu'on a pu voir des facteurs d'émissions de gaz, est-ce que ça répond réellement aux défis qui sont posés? Donc, pour rappel, hein, je vous le remets ici, les engrais de ferme représentent à peu près 42% des émissions totales, les vaches laitières 30%, les énergies fossiles 10%, les engrais commerciaux seulement 3%. Alors je dirais, pour répondre à ça, je vais vraiment aller un peu comme un médecin qui essaie d'aller à la cause. Si on voit simplement les engrais de ferme, donc, qui sont issus de déjections animales très largement, et si on voit de la digestion animale en tant que telle, la réduction du cheptel semble la mesure de loin la plus évidente. De loin. Ça semble pas être quelque chose sur laquelle l'agroécologie insiste particulièrement, même si on peut tout à fait voir la proximité idéologique entre l'agroécologie et puis certains mouvements végétariens ou véganes, etc., ou simplement des mouvements qui visent à réduire la consommation de viande, ce qui semble aujourd'hui être une évidence. Enfin, l'agroécologie n'est pas directement liée à ça, indirectement sans doute, mais pas directement. Par ailleurs, on peut tout à fait faire de l'agriculture, entre guillemets, conventionnelle, en réduisant le cheptel. Donc, c'est une première chose. Pour moi, la mesure la plus évidente n'a pas un lien
pratique directe avec ce qu'on appelle ou ce qu'on entend par agroécologie. Par ailleurs, si on parle d'une diminution de certains produits industriels, dont les engrais commerciaux, à production égale, disons, on pourrait imaginer un recours donc plus important aux engrais de ferme, qui sont par ailleurs des générateurs conséquents de gaz à effet de serre. Je ne connais pas le ratio, par exemple, relativement à la masse des uns ou des autres. Je n'ai pas creusé autant que ça, peut-être certains d'entre vous le savent. Mais enfin voilà, de dire on s'abstient de mettre des engrais minéraux, quels qu'ils soient, et on les remplace par du lisier ou autre, eh bien, il faut imaginer que ce n'est pas sans conséquence. Et c'est la question, hein, peut-être qu'ils sont même pires à ce niveau-là, à masse égale ou à potentiel fertilisant égal, du point de vue purement des émissions de gaz à effet de serre. Hein, je ne parle pas du reste ici. Si on voit encore une fois que la gestion et le stockage des engrais de ferme sont le facteur principal, évidemment qu'une meilleure gestion serait la première chose à faire. Encore une fois, je ne vois pas de lien direct avec l'agroécologie, c'est-à-dire que, a priori, n'importe quel agriculteur le plus conventionnel que vous pouvez imaginer peut décider de gérer différemment, par exemple, le stockage de ces engrais ou leur utilisation, leur traitement. Là, je vous donne un exemple que j'ai trouvé, où on voit donc sur la colonne de gauche, en pourcent, hein, donc la colonne de gauche représente le 100%, donc des émissions d'ammoniac d'une part et de gaz à effet de serre, donc on a les deux principaux ici, méthane et protoxyde d'azote, des différents traitements du lisier en comparaison avec du lisier non conditionné qu'on voit ici comme référence. Donc on voit différentes choses, hein. Il y a certaines méthodes qui permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple la séparation ou l'aération ici qu'on voit, mais par contre qui implique des pertes importantes en ammoniac. Alors ça peut poser un problème selon l'angle sous lequel on prend. À l'inverse, on a ici la fermentation anaérobie. J'imagine que ça désigne en particulier la production de biogaz, qui permet à perte égale d'ammoniac, si on veut, de réduire de plus de moitié l'émission de gaz à effet de serre. Donc là, on voit effectivement des solutions comme celle-ci, qui tiennent plus d'une politique énergétique et agricole générale que véritablement l'agroécologie au sens, je dirais, idéologique du terme. Mais ça, c'est clairement des mesures qui seraient passablement efficaces, puisqu'on voit que 41% des 42% que représentent les engrais de ferme au total, c'est beaucoup sur ce que représente l'agriculture. Si je continue un peu sur ça, donc, alors je viens de parler du biogaz agricole. Dans les mesures qu'on pourrait imaginer assez typiques de l'agroécologie et peut-être effectivement la réduction du poids ou du nombre de machines, alors oui, on peut imaginer que ça ait un impact, en partie sur les sols, en partie sur les émissions directes de ces machines. On se rappelle quand même que les émissions directes des machines représentent moins de 10%, et ce n'est pas que les machines par ailleurs, c'est le CO2 en général, c'est l'énergie fossile en général, il y a aussi le chauffage et autres, mais c'est quand même moins de 10%. Donc même en admettant qu'on réduise de moitié l'énergie fossile, c'est 5%. C'est pas rien, mais enfin, c'est quand même relativement modeste par rapport à d'autres mesures. Et puis, c'est le dernier point sur lequel je voulais venir avec vous. Et puis, c'est là où on voit vraiment le côté citoyen moyen. Peut-être que vous avez une réponse à ça, mais on a vu dans la présentation de Parode que certaines bonnes pratiques permettent de séquestrer, par exemple, davantage de carbone dans les sols. Est-ce que certaines de ces pratiques, parce qu'elles supposent une agriculture plus extensive en surface, par exemple, ne le ferait pas au détriment des surfaces forestières? Et là, il y a une question que je me suis posée et que j'appelle ici simplement le paradoxe de l'agriculture intensive, mais vous allez vite voir de quoi je parle. À gauche, c'est très schématique, hein, on a ce que j'appellerais une agriculture extensive en surface. Puis à droite, j'ai mis une agriculture intensive en surface. Donc toujours le rapport entre les terres agricoles, que ce soit des prés, des pâturages ou des terres ouvertes, et puis la forêt qui est autour, dans un système un peu cliché peut-être, mais c'est malgré tout assez intéressant. Et ma question, en fait, est la suivante. À production égale, c'est important, à production égale, lequel de ces deux modèles a en réalité un impact climatique plus lourd? Parce qu'évidemment, la forêt, et là certains peut-être connaissent mieux ce thème que moi, bien sûr, mais la forêt a également une capacité de séquestration, si on parle du carbone, qui est importante. À partir de là, la question est de dire, mais est-ce que vous préférez avoir 1 hectare cultivé
de manière très intensive et 1 hectare de forêt à côté, en pur terme d'impact climatique? Ou est-ce que vous préférez avoir 2 hectares cultivés de manière plus extensive, disons plus respectueuse de la nature, mais du coup sans forêt? D'accord? Je présente la chose de manière très simpliste, hein. Cette hypothèse que, enfin disons, cette question part d'une hypothèse qui n'est pas forcément correcte, qui est de dire que nécessairement une agriculture qui induit moins d'émissions demande plus de surface. Ce n'est pas nécessairement vrai, hein. Certaines pratiques peuvent, à production égale encore, sur la même surface, diminuer, puis on voit simplement la question du stockage des engrais de ferme. Ça ne suppose pas une diminution, une augmentation de la surface forcément, et ça permet de réduire clairement les choses. Mais on peut très bien comprendre qu'une agriculture extensive, si on prend, en Suisse, on a beaucoup de montagnes, on a beaucoup de production laitière et de production de viande, mais on peut très bien voir sur 40 hectares, et vous pouvez avoir tant de vaches, soit les vaches se nourrissent entièrement des herbages, soit vous en avez beaucoup plus, et alors vous importez des aliments. Mais ça veut dire plus de vaches, donc plus de pets de vaches, plus d'engrais de ferme à gérer, etc. etc. Mais voilà, dans le premier cas de l'agriculture extensive, vous avez par contre moins de forêts, potentiellement. Alors c'était un peu ça. Je me demandais, mais purement du point de vue climatique, hein, je ne parle pas des enjeux derrière qui sont économiques, des enjeux peut-être liés à la toxicité de certains éléments chimiques utilisés dans l'agriculture intensive. Mais purement du point de vue climatique, est-ce que réellement une agriculture extensive est préférable à une agriculture qu'on caractérisera comme intensive? Et je suis au bout. Merci beaucoup.